Bonjour Jocelyn et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour et merci à toi pour m'avoir invité. Alors Jocelyn, tu es journaliste de formation scientifique, tu as écrit 16 livres, tu en as traduit aussi une quinzaine. Aujourd'hui j'aimerais qu'on parle d'un livre qui s'appelle Se souvenir du futur. C'est un livre que tu as coécrit avec Romuald Le Terrier. Ma première question elle est assez simple. D'où ça vous est venu l'idée de ce livre? Alors l'idée de ce livre, elle vient de discussions qu'on a eues entre nous, et puis aussi à l'époque avec Philippe Guillemont, qu'on cite pas mal dans le livre et qui nous avait fait une préface, hein. Donc le livre est paru en 2018, hein. On avait beaucoup d'échanges autour de tout ça, parce que moi j'avais travaillé avec Philippe Guillemont avant sur son livre qui s'appelle La physique de la conscience. Et puis voilà, et Philippe avait développé une théorie sur l'espace-temps flexible et le fait que le futur existe déjà et des choses comme ça. Et Romuald, lui, il vient du monde du chamanisme. Il est ethnobotaniste et il avait aussi étudié à peu près les mêmes concepts, on va dire, les mêmes idées, mais auprès des chamans d'Amazonie, quoi. Donc il y avait des passerelles évidentes entre ces savoirs très anciens et puis la physique moderne, la physique la plus contemporaine et un peu la physique aussi spéculative, on va dire, parce que c'est des idées qui sont pas aujourd'hui acceptées, hein, qui sont pas mainstream, mais qui sont hyper intéressantes à creuser, qui intéressent beaucoup de scientifiques. Et donc voilà, c'était cette rencontre entre cette tradition et modernité, quoi, qui fait que Romuald m'a proposé en fait de travailler avec lui sur ce livre-là. Et moi, comme journaliste scientifique, je suis habitué à voilà, voyager, me déplacer entre différents univers et essayer de faire un peu la synthèse de connaissances scientifiques et aussi voilà des différentes sources en fait qu'on peut trouver dans la littérature et dans différents domaines en fait, les sciences humaines, les sciences dures, etc. D'accord. Et le choix du titre, il est juste excellent, Se souvenir du futur. Donc forcément, ça attise la curiosité. On a envie de savoir comment on peut se souvenir de quelque chose qui n'est pas arrivé. Parce que normalement, on se souvient du passé, on se souvient de quelque chose qui s'est déjà passé. Là, vous dites que on peut se souvenir du futur, de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Oui, bah c'est le titre, il a un côté un peu provocateur, bien sûr. Ça incite à réfléchir, ça interpelle, quoi. C'est sûr que c'est pour ça que c'est un bon titre. Mais l'idée, en fait, c'est Romuald qui l'a eu. Et on s'est aperçu plusieurs mois après que moi j'avais déjà utilisé en fait ce titre-là dans un livre que j'avais consacré à, alors je crois que c'est mon livre sur la voyance ou sur l'intuition, je sais plus, j'avais fait avec dans la collection de Stéphane Alix à la Martinière, et je l'avais utilisé moi comme titre de chapitre ou comme intertitre de paragraphe, un truc comme ça, parce que il y avait déjà des réflexions comme ça chez des chercheurs qui s'intéressaient à la voyance, sur le fait que la voyance fonctionnait un peu comme la mémoire, en fait, que arriver à capter des informations en provenance du futur, hein, pour ce qui concerne la voyance, donc, qu'on appelle la précognition, eh bien, ça fonctionnait un peu comme la mémoire, c'est-à-dire qu'un élément en appelait un autre, et finalement, en cherchant des informations, il y avait d'autres informations qui s'agrégeaient autour de cette information principale, et puis petit à petit, ça se reconstituait, la vision du futur se reconstituait un peu comme un souvenir. Donc j'avais moi déjà utilisé ce souvenir du futur dans un livre, mais on l'avait oublié. Romuald, dans l'occurrence, il n'avait pas lu ce livre-là, donc mais ça lui est venu au moment de choisir un titre, voilà, et c'était une excellente idée parce que c'est sûr que le titre il est catchy, comme on dit, quoi, il est interpellant. Oui, oui, ça marche, hein. Moi, c'est ce que je t'avais dit. À la base, j'étais parti pour prendre un autre livre, mais finalement, en fait, c'est ce livre-là. Je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer dessus. Je l'ai lu, d'ailleurs, j'ai beaucoup apprécié parce qu'il y a énormément d'études scientifiques. Certaines sont encore à l'étape de la théorie, donc elles ne sont pas encore prouvées scientifiquement. Comme il y a beaucoup aussi de rêves, hein, de Romuald, il parle beaucoup de ses rêves. Et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié le livre, c'est que d'un côté, il y a juste les rêves, hein, c'est-à-dire des choses que lui, il a ressenties durant ses voyages en Amazonie, mais en même temps, j'ai l'impression que vous vouliez aussi écrire un livre assez solide d'un point de vue scientifique, donc vous avez mis énormément de théories, énormément de références pour des études scientifiques, etc. Mais vous y allez quand même assez fort dès le début, vous dites que le temps n'existe pas. Là, je vais lire une citation que vous mettez quasiment au tout début du livre de Carlo Rovelli, qui dit que nous devons apprendre à penser le monde comme quelque chose qui évolue d'une autre façon que dans le temps. C'est-à-dire qu'il dit autre chose, on ne sait pas encore,
mais vous dites que le temps n'existe pas. Bah, c'est pas nous qui le disons effectivement, parce qu'on s'appuie sur des physiciens solides. Hein. Carlo Rovelli, en l'occurrence, c'est un physicien qui travaille en physique quantique et qui est extrêmement respecté. C'est pas du tout un auteur New Age ou un hurluberlu, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui a des grosses publications scientifiques et est très 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 considéré dans le monde scientifique. Et ces scientifiques-là nous disent qu'effectivement le temps, c'est pas quelque chose qui est fondamental en fait dans l'univers, et d'ailleurs l'espace non plus. Donc on revient sur ces notions qui nous semblent fondamentales, l'espace, le temps, la matière, l'énergie, tout ça, c'est des concepts qui sont remis en cause aujourd'hui. Et il y a l'idée que ces choses-là, espace, temps, matière, énergie, tout ça, ça en fait, ça émerge de quelque chose de plus fondamental. On va appeler un arrière-monde, par exemple. Bon, ça c'est une formule qui a été utilisée déjà depuis longtemps dans la psychologie, chez Jung, etc. Et il y a cette idée que donc ce qu'on perçoit, la réalité qu'on perçoit, espace-temps essentiellement, ça nous apparaît, eh bien c'est la projection finalement de quelque chose de plus fondamental qui se trouve derrière. Alors qu'est-ce que c'est que ce qui se trouve derrière? Eh ben c'est impossible à dire parce qu'on n'y a pas accès directement, mais en tout cas on pourrait résumer ça en disant que c'est un océan d'informations, et notre conscience à nous d'individus donne forme à ces informations et projette autour de nous cette expérience que l'on vit sous forme d'espace en 3 dimensions et de temps. Ce qui fait qu'on est dans cet espace-temps à 4 dimensions qui a été décrit par Einstein, bien sûr. Et donc le temps, oui, le temps existe parce qu'on en fait l'expérience à chaque instant, évidemment, par définition, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'existence fondamentale en science. Donc il faut bien se rendre compte que c'est quelque chose qui est extrêmement sérieux en science quand on dit ça. Le temps, en fait, émerge de quelque chose de plus fondamental. Alors, si on rentre dans les détails techniques, ça va être trop compliqué. Moi-même, je suis pas capable vraiment de le vulgariser, hein, parce que c'est tout de suite, c'est des questions de thermodynamique, d'échange, voilà, d'énergie, etc. C'est vite complexe, mais en tout cas, c'est des réflexions qui sont aujourd'hui très sérieuses en science. D'accord. Et ça rejoint un peu des choses qu'on connaît d'un point de vue un peu intuitif. Les bouddhistes, ils parlent de ça depuis toujours, hein. Ils disent qu'en fait, tout ce qu'on voit, tout ça n'est qu'illusion. Eckhart Tolle, il parle de ça dans son livre Le pouvoir du moment présent. Pendant tout le livre, en fait, il nous dit que le temps n'existe pas, que le futur n'existe pas, le passé n'existe pas, il n'y a qu'un moment qui existe, c'est le moment présent. Mhm. Mais malgré ça, quand on voit l'horloge et qu'on voit les aiguilles tourner, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre et à conceptualiser. Je pense c'est pour ça qu'on a un peu du mal avec ça. Ouais, parce que notre expérience ordinaire, c'est une expérience qui est plongée dans le temps. C'est sûr, mais en fait, le temps, c'est une espèce de convention qu'on a adoptée au fil de l'histoire pour désigner quelque chose qu'on ne sait pas vraiment définir. Et ça, c'est depuis les Grecs, je veux dire, et même avant. Hein. Ce qu'on mesure, en fait, avec une horloge, c'est du changement. Par exemple, si on cueille une fleur fraîche, on va voir que quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard, elle va se faner. Et ce qu'on aura mesuré entre les deux, c'est un changement. Donc, on ne mesure que ça, que du changement. Si on prend la peau se ride, on peut prendre plein d'exemples comme ça. On observe et on mesure du changement. Et par convention, on a appelé ça temps. Voilà, mais en fait le temps, les scientifiques eux-mêmes ne savent pas vraiment le définir. Il se trouve que dans plein d'expériences de sciences, et notamment en physique quantique, le paramètre temps en fait n'intervient pas. Il est pas utile. Et mieux que ça, il y a même des expériences qu'on peut interpréter comme présentant des phénomènes qui remontent le temps. Donc ça, là, on est quand même dans la science dure, hein, dans la physique pure et dure. On a des expériences qui s'interprètent en termes de temps qui se déroule à l'envers. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on parle de rétrocausalité et ce genre de choses. Il y a des influences qui s'exercent dans le sens inverse du temps, c'est-à-dire dans le sens inverse de ce qu'on appelle la flèche du temps. Puisque la flèche du Oui, temps, donc c'est la flèche qui va du passé vers le futur. Et d'accord. donc voilà, c'est fascinant parce qu'il y a une base scientifique extrêmement solide à ça. Et puis si on s'intéresse à des phénomènes là un peu plus marginaux comme la voyance ou ce genre de choses, eh bien il faut bien reconnaître que si des gens sont capables de voir des, des bribes du futur dans des voyances ou même dans des rêves prémonitoires, c'est-à-dire ça arrive là pour le coup un peu à tout le monde, ça peut arriver en tout cas à tout le monde, d'avoir ce qu'on appelle un rêve prémonitoire. Eh bien, il faut bien que cette information qui est captée à un instant T, il faut bien qu'elle existe déjà, l'information du futur, puisque sinon, comment on ferait pour l'avoir? Comment on ferait pour la capter à travers une voyance ou à travers un rêve? Il faut que cette information, elle existe déjà quelque part.
sous une forme ou sous une autre. Est-ce que c'est juste de l'information qui est là dans un champ d'information autour de nous, etc. Il y a plusieurs façons d'essayer de comprendre ça ou de le décrire, mais en tout cas, il faut que cette information soit déjà accessible. Donc, pour revenir à ce que tu disais sur Eckhart Tolle, effectivement, le pouvoir de l'instant présent, c'est dire, il dit, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, il n'y a que l'instant présent. Mais ça, c'est le point de vue absolu, on va dire. C'est le point de vue de ce qu'on appelle le soi ou l'âme. Hein, dans les religions, l'âme est hors du temps. Et Jung, lui, parlait du soi, et il disait le soi est hors du temps. Et nous, on s'appuie beaucoup sur la psychologie de Jung dans le livre. Hein. Et donc, effectivement, du point de vue de cette entité-là qu'on va appeler soi ou âme, il n'y a pas de temps. Donc, il n'y a que l'instant présent qui existe. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Mais une autre façon de le comprendre, comme le dit Philippe Guimand, c'est que passé, présent, futur, et même Einstein le disait d'ailleurs, passé, présent et futur coexistent en fait. Ils sont tous ensemble réunis dans un seul et même moment. Voilà, donc à chaque instant, on a accès au passé, on a accès au futur. C'est déjà là, tout est là en fait à chaque instant. Donc voilà, c'est difficile de le concevoir. Il faut accepter de sortir en fait de l'expérience ordinaire qu'on a de la réalité avec cette notion de temps qui s'écoule en permanence et de considérer que peut-être il y a une part de nous qui existe hors du temps. Donc si on est hors du temps, bah, effectivement, il n'y a pas d'écoulement du temps, il n'y a pas de flèche du temps, il n'y a rien du tout. Le futur est accessible, le passé est accessible. Donc Oui. il y a plein de réflexions autour de ça en sciences, en philosophie des sciences, en physique, etc. Et la valeur ajoutée, disons, de Philippe Guimand, ce qu'il a apporté en tout cas comme réflexion là-dedans, c'est de dire qu'à chaque instant, en fait, on a plusieurs futurs possibles. Et c'est ça qui est intéressant parce que ça réintroduit la notion de choix, de libre arbitre, etc. Parce que on est en permanence confronté à une multitude de futurs possibles. Et en fonction de choix qu'on va faire, on va attirer à nous. J'anticipe un petit peu sur tes questions suivantes, mais c'est pour que les gens comprennent si possible de quoi on parle. On va pouvoir attirer à nous un futur plutôt qu'un autre. Oui. Et pour parler d'un concept qui est majeur dans votre livre, c'est la rétrocausalité. Est-ce que tu peux nous l'expliquer de façon simple? Et après, on va parler bien sûr des différents futurs qu'on va attirer dans notre vie. Mais d'abord, j'aimerais qu'on parle de ça parce que c'est quand même c'est un concept assez majeur dans le livre. Bah oui, tout repose un peu là-dessus. Hein. Donc effectivement, ça vient de la physique et notamment de la théorie de Philippe Guimand. C'est l'idée que justement des événements futurs qui existent déjà, donc d'une certaine manière, même s'ils sont simplement à l'état de potentialité ou de possibilité, en tout cas ils ont déjà une certaine existence, et bien ces événements-là sont capables d'agir sur le passé, c'est-à-dire sur notre présent, en fait. Donc c'est ça la rétrocausalité, c'est une causalité qui s'exerce à rebours du temps. Alors que la causalité simple, la causalité stricte, c'est de dire qu'un effet entraîne une cause et que ça ne se déroule que dans le sens de la flèche du temps, du passé vers le futur, du présent vers le futur, ou du passé vers le présent. Donc la rétrocausalité, c'est de dire que cette causalité, quelque chose donc qui a une action, eh ben, se déroule à rebours du sens de la flèche du temps. Voilà, c'est ça la rétrocausalité. Ouais. Et donc ça, il y a des expériences de physique, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, qui montrent ça. En tout cas, qui montrent des phénomènes qu'on peut interpréter comme ça. Tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est pas un concept complètement nouveau. Hein. Il y avait un grand physicien français qui s'appelait Olivier Costa de Beauregard, qui en avait déjà parlé dans les années 50, je crois. Et donc, c'est quelque chose auquel les physiciens réfléchissent depuis longtemps, parce qu'il y a plein d'observations, plein d'expériences en sciences qui n'ont pas de sens, sauf si on prend des espèces de libertés comme ça avec les concepts ordinaires qu'on est habitué en fait à manipuler, quoi. D'accord. Et vous donnez d'ailleurs un exemple qui est assez parlant, un gagnant à l'euro million. Vous écrivez qu'un gagnant à l'euro million, par son excitation, agit rétroactivement sur le tirage. C'est-à-dire que le tirage a eu lieu, la personne a gagné, mais vous dites que c'est le gagnant par son excitation, il va agir sur le tirage. Ça, je t'avoue, vous m'avez un peu perdu avec cet exemple. Ça, c'est une hypothèse, hein, tout simplement, effectivement, que fait Romuald dans ce chapitre-là, en l'occurrence. C'est pas seulement l'excitation du gagnant, c'est aussi l'attention qui va être portée par une espèce de conscience collective, par le fait que beaucoup de gens vont être attirés par cette information-là. Par exemple, quand quelqu'un gagne une grosse somme, ou quand une personne gagne plusieurs fois à la loterie, ça arrive, ça aussi. Ça fait la une des journaux. En tout cas, il y a des articles.
on en parle, etc. Et le fait qu'il y ait cette attention collective qui soit dirigée sur cet événement-là, eh ben on considère que cet effet de conscience collective, effectivement, a un effet rétroactivement sur le tirage lui-même et influence le tirage. Bon, c'est spéculatif, mais on essaye de développer, de faire comprendre ça dans le livre, comme une des conséquences possibles, effectivement, de ce phénomène de rétrocausalité, finalement. D'accord. Mais c'est vrai que c'est pas simple, surtout quand on est habitué durant toute notre vie à voir le temps comme quelque chose de linéaire, c'est-à-dire on fait ça, après on fait ça, après on fait ça, il n'y a aucun moyen de revenir en arrière. Quand on commence à partir dans les deux directions, c'est-à-dire dans les deux sens, on peut avoir même, je te cache pas qu'il y a certains passages du livre, il faut vraiment s'accrocher, mais après vous donnez plein d'études. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du futur, parce que ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus simple à comprendre et c'est un peu plus, c'est pas que c'est plus logique, mais en tout cas, pour le commun des mortels, c'est simple à comprendre. On n'a pas besoin d'être un Einstein pour comprendre ces concepts-là. Tu dis que le futur, en fait, ce sont plusieurs scénarios ou plusieurs potentiels, et tous ces potentiels-là existent déjà. Maintenant, c'est avec peut-être nos décisions, avec nos actions dans le moment présent, qu'on va se diriger vers un potentiel plutôt qu'un autre. Est-ce que ma compréhension est correcte? Oui, oui, c'est ça, hein. On peut dire les choses simplement comme ça. Il faut faire une analogie avec la physique quantique, là aussi, parce que dans la physique quantique, on nous dit qu'à chaque instant, en fait, un système ou un objet quantique, il est dans plusieurs états possibles. Il est dans des états qu'on appelle superposés. Donc à chaque instant, quand on va observer un objet quantique, une particule élémentaire, un photon, un neutron, etc., ou bien un système plus vaste, eh bien ce système-là, il se trouve dans plusieurs états possibles à la fois. Et c'est le fait de l'observer, donc pour les physiciens, en fait, c'est le fait de faire une mesure, mais ensuite il va falloir observer le résultat de la mesure, donc il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et c'est le fait de faire cette mesure et de l'observer qui va figer un état parmi les plusieurs états possibles. Donc il y a une infinité d'états possibles, en tout cas il y a une multitude d'états possibles, et l'observation va figer un seul état, et voilà, le physicien va observer tel événement. Donc avant ça, l'objet quantique, en fait, il n'a pas d'existence vraiment. C'est ça que nous dit la physique quantique. C'est pour ça que c'est très contre-intuitif et étrange, la physique quantique. Le système n'a pas la particule n'a pas de propriété. La particule, avant la mesure, avant l'observation du résultat de la mesure, elle n'a pas de propriété. Elle n'a pas de propriété de vitesse, elle n'a pas de position, elle n'a pas de toutes les propriétés d'une particule qu'on appelle le spin et toutes sortes de choses. Ces propriétés-là n'existent pas. Ces propriétés n'existent qu'au moment de la mesure et selon certains physiciens, surtout au moment de l'observation de la mesure. C'est-à-dire qu'il faut un observateur. Et pour qu'il y ait un observateur, ça suppose aussi qu'il faut un observateur conscient. Donc c'est pour ça qu'autour de la physique quantique, on fait toujours souvent intervenir la notion de la conscience qui gêne beaucoup de physiciens parce que pour eux c'est de l'ésotérisme ou en tout cas c'est de la psychologie ou je sais pas quoi, c'est pas de la physique. Mais on en revient toujours à cette problématique-là. Il faut qu'il y ait un observateur conscient qui observe le résultat d'une expérience pour avoir un résultat. Donc voilà, par analogie, hein, c'est juste de l'analogie, c'est-à-dire une comparaison. Hein, on considère dans le modèle de Philippe notamment que notre futur, à chaque instant, il est dans plusieurs états possibles superposés. Par exemple, notre futur, là, maintenant, à toi et moi, eh bien, il est dans plusieurs états possibles, c'est-à-dire que, par exemple, dans 5 minutes ou 10 minutes, le futur le plus probable, c'est qu'on soit encore en train de parler, toi et moi, et que les gens qui nous écoutent soient encore en train de nous écouter. Mais il y a plein d'autres futurs possibles. Il y en a un qui peut partir, la connexion peut se couper, on peut avoir toutes sortes de problèmes techniques, etc. Donc il y a plein de possibilités pour que dans 5 ou 10 minutes, les choses se passent différemment. Mais il y a un futur, on va dire, qui est plus probable que les autres. Ça, c'est important, c'est la notion de probabilité qui est associée à chacun de ces futurs possibles. Et donc on va dire que nous, dans notre vie ordinaire, à chaque instant, on est face à plusieurs futurs, à plus ou moins lointaine échéance, disons, et chacun de nos futurs est associé, assorti d'une probabilité, d'une certaine probabilité. Et donc il y a un futur qui est plus probable que les autres, et il y a d'autres futurs qui sont moins probables. Mais en fait, tous peuvent survenir. On peut se prendre une météorite sur le coin de la tête dans 5 minutes aussi, on n'en sait rien. Tu vois, tout peut s'arrêter pour plein de raisons différentes. Mais à chaque fois, on va dire qu'il y a quelque chose qui est plus probable que d'autres futurs. Donc le but du jeu, entre guillemets, c'est d'attirer à nous le meilleur futur pour nous en tant qu'individu, en tant qu'être humain, et en fonction de valeurs
auquel on croit. Par exemple, si on veut attirer un futur dans lequel on vit plus en harmonie, en sérénité avec ses semblables et en plus en harmonie avec la nature, et plus proche du vivant en général, et proche de l'esprit de la planète Terre et du cosmos, etc. On peut avoir toutes sortes de, de visions comme ça, en fait, qui font que finalement ça sert de guidance pour nous. C'est pour ça que c'est un jeu aussi et que Romuald ensuite a développé une forme d'oracle à partir de ça pour que ça devienne un outil de guidance pour nous. Alors ça suppose aussi, bien sûr, que on a un futur peut-être qu'on est, qui représente, qui correspond à ce qu'on est venu vivre en tant qu'être incarné. Donc là, on rentre dans des considérations spirituelles où on considère qu'effectivement on est une âme incarnée dans un corps et qu'on a une espèce de plan d'incarnation, un plan de vie. Donc tout le monde forcément n'est pas d'accord avec ça parce que là, c'est des considérations qui sont vraiment spirituelles. Mais voilà, nous, on fait le rapprochement avec ça, avec cette idée que on s'incarne pour vivre un certain type d'expérience avec une espèce de ligne de vie idéale en quelque sorte, de laquelle il faut essayer de se rapprocher finalement. On va pas toujours être sur la ligne, parfois on va déborder à droite ou à gauche, mais on peut essayer de se rapprocher de cette espèce de ligne d'incarnation idéale en faisant des choix et en attirant à nous justement des signes qui vont être les synchronicités, qui vont nous confirmer qu'on est sur ce bon chemin ou pas. Voilà un peu comment on peut résumer les choses. Et comment on peut faire pour augmenter la probabilité pour que ce futur qu'on désire, pour qu'en fait, ça soit plus probable qu'un autre? Alors, ce qu'on dit dans le livre, nous, c'est que justement, ça doit correspondre à des valeurs qui sont des valeurs humanistes, des valeurs d'amour, de respect, etc., de tolérance, et que a priori, c'est ces valeurs-là qui vont être privilégiées parce que on considère que ce sont les valeurs qui correspondent au monde spirituel, etc. Là, on se base sur des témoignages de gens qui ont fait des expériences mystiques, qui ont fait des expériences de mort imminente, ou ce genre de choses qui nous disent bon bah voilà, la valeur essentielle c'est l'amour, etc. On est tous unis, on ne forme qu'un. Ça c'est un thème qu'on a développé dans un autre livre. Mais du coup, si on privilégie ces valeurs-là, on va dire que ça va a des grandes chances, a plus de chances de correspondre à notre meilleur futur. Et alors que si on a des visées complètement égoïstes où on se dit moi je veux une Jaguar et puis je veux une grande maison et puis je veux etc. Être riche et célèbre etc. Bon, on va dire que ça ces valeurs-là qui privilégient en fait l'ego se font au détriment de l'âme en fait, hein, ou du soi, comme nous on préfère utiliser le mot soi, et que du coup ça a moins de chances finalement de se réaliser et qu'on aura moins d'encouragement à aller sur ce chemin-là. Je pense qu'on est encouragé à aller sur un chemin où il y a plus d'amour, où il y a plus de respect, plus de tolérance pour voilà, pour aller vers un meilleur vivre ensemble et puis respecter l'ensemble du vivant et puis être en harmonie avec la Terre, avec l'ensemble du cosmos, etc. Et puis toute la dimension invisible aussi de l'existence. D'accord. En parlant de Jaguar et d'être riche et célèbre, vous êtes assez critique vis-à-vis du livre Le Secret ou le film, hein, ça dépend hein, si on a on a lu le livre ou on a regardé le film. Mais au final, euh, bien sûr, ça c'est quelque chose qui est sûr, c'est que ce film-là, il a un côté promotionnel. En fait, pour moi, hein, ce livre-là, il fait la promotion des personnages dans le film, et pour ça, il a très bien rempli son rôle. Maintenant, quelle est la différence? Parce que, de mon point de vue, dans le film, ils disent qu'il faut avoir une intention, il faut arrêter de se faire passer pour une victime, on n'est pas des victimes, on peut changer notre quotidien, on peut choisir le futur qu'on veut manifester dans notre vie en ayant des intentions. Et pour moi, c'est exactement la même chose que vous dites. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est la différence entre ce que vous expliquez et ce qu'ils expliquent dans le livre Le Secret? Ouais, alors c'est le concept de la loi d'attraction, effectivement, que je critique, tout en reconnaissant que c'est un vrai concept. En fait, ce que je critique, c'est ce qu'en a fait le New Age américain, parce que à la base, comme je le dis, en fait, le secret, ça vient d'un livre qui est paru au début du XXe siècle, qui s'appelle La science de l'enrichissement. Et donc, ça correspond vraiment à une idéologie très américaine, qui est très centrée sur l'individu, et qui consiste à dire, vous devez vous enrichir, vous le méritez, vous avez le droit de vivre dans un palace, et puis d'avoir toutes sortes de richesses, de possessions matérielles. Donc c'est très matérialiste, et c'est ce qu'on appelle dans certains courants, c'est ce qu'on appelle du matérialisme spirituel en fait. Donc
la loi d'attraction, c'est une réalité, je le dis. Sauf que ses racines, ça puise dans l'alchimie, dans la gnose. On a même ça dans la Bible aussi. Je cite des extraits de la Bible. Vous demanderez et vous recevrez, demandez comme si vous l'aviez déjà obtenu et ça vous sera donné, etc., etc. Donc il y a plein de sources dans les enseignements spirituels, que ce soit des enseignements exotériques ou ésotériques, qui valident cette notion de loi d'attraction. Mais les Américains, avec leur façon décomplexée d'encourager à chacun à se faire du fric, quoi, eh ben ils ont transformé ça en une espèce de recette facile pour le succès et le bonheur. Et bien entendu, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas comme une recette de tarte aux pommes, quoi. Donc ça a été quand même beaucoup critiqué par des psychologues qui ont dit, attention, des gens qui étaient déprimés avant de faire appel à la loi d'attraction se sont retrouvés encore plus déprimés après quand ils voyaient que ça ne fonctionnait pas parce que c'est pas aussi simple que ça. Et on leur dit, bah oui, mais si ça fonctionne pas, c'est parce que tu es pollué par tes doutes ou par tes peurs, et donc l'univers te renvoie ce que tu émets et tu vas recevoir des doutes et des peurs. Donc c'est une façon trop simpliste de présenter les choses. C'est pour ça que je suis critique sur le concept de loi d'attraction. Et puis le fait aussi de se dire, je fais une demande à l'univers. C'est quoi l'univers? Ça n'existe pas. C'est pas une entité a priori à laquelle on peut s'adresser comme ça. Il faut faire, soit on dit directement, bah, je fais une demande à Dieu, ou alors on fait une demande nous à ce qu'on appelle le soi parce que c'est le divin en nous justement. Mais l'univers, ça veut rien dire. Donc il faut être clair sur les choses. Mais le fait effectivement de poser une intention et de demander, ça c'est valide pour moi. Moi en tout cas je critique pas cet aspect-là dans le chapitre dans lequel je parle de la loi d'attraction parce que ça effectivement j'y crois et c'est même au-delà de la croyance. Mais après, ce que certains disent, je fais appel à mon ange, à mon guide, à mes ancêtres défunts ou à Dieu, bah voilà, peu importe, mais il faut clarifier quand même les choses. En tout cas, le fait de poser des intentions, ça a du sens. Moi, je pense qu'effectivement, on attire des changements dans sa vie en posant certaines intentions, pardon. Et ça va aussi avec le concept d'attention, c'est couplé en fait. Hein. Mais voilà, ça peut pas s'appliquer simplement comme une recette de cuisine. C'est un peu ça la critique que je fais dans le bouquin. C'est-à-dire qu'il suffit pas de dire je me fais un chèque d'abondance et puis j'attends que ça tombe sur mon compte en banque, quoi. Et malheureusement beaucoup de gens veulent des recettes faciles comme ça pour le bonheur, et y compris pour ce qu'ils considèrent comme étant le bonheur, c'est-à-dire la richesse, la possession matérielle. Donc il faut pas se tromper sur les valeurs en fait. Qu'on souhaite porter, quoi. C'est lié aussi quand même beaucoup à cette notion de valeur, parce que je me répète, mais c'est important pour moi. Ouais, ça c'est vrai que ça c'est la plus grande critique selon moi. C'est qu'ils ont véhiculé un message comme quoi en fait il suffit de rester allongé sur son canapé et de visualiser très fort ce qu'on veut et comme par magie ça va se manifester. Donc il manque aussi la partie peut-être qu'il faut se lever du canapé et participer un petit peu. Et ouais, exactement. Il y a la notion quand même d'effort, et puis de soi-même se mettre en marche sur un chemin pour aller dans la bonne direction, quoi, bien sûr. D'accord. Mais c'est quand même fascinant de se dire que le futur qu'on s'imagine, ce qu'on visualise, existe déjà. Et c'est juste une question enfin, de temps. Et d'ailleurs, vous, pour baliser ce parcours-là, pour le rendre, je sais pas comment on pourrait dire ça, rendre ce chemin-là plus fun, ou, ou de se rassurer un petit peu quand même, c'est de mettre des synchronicités. Est-ce que tu peux m'expliquer d'ailleurs qu'est-ce que c'est les synchronicités et comment on pourrait les utiliser pour se diriger vers ce futur qu'on désire atteindre? La synchronicité, c'est un signe qu'on reçoit qui associe un événement dans le mental et puis un événement dans la réalité physique. Ça, c'est Jung qui a pensé ce concept-là. Il faut bien dire qu'il l'a développé avec un physicien quantique à l'époque qui s'appelait Wolfgang Pauli. Donc c'est un concept très sérieux, à la fois de psychologie et de physique. Parce que Pauli vivait aussi beaucoup de synchronicité. Donc tout le monde a vécu des synchronicités. C'est ce qu'on appelle des coïncidences signifiantes. Voilà, c'est une coïncidence d'un seul coup qui a du sens. Donc ça va, par exemple, je pense à un truc, et au même moment, à la radio, il y a une chanson qui passe et qui parle exactement de la même chose. Euh, ou alors je fais tomber un livre alors que j'étais en train de me poser une question et le livre tombe ouvert à la page avec la réponse à ma question. C'est ça une synchronicité. Donc les gens savent ce que c'est qu'une synchronicité parce qu'en général ils en ont tous déjà vécu. Sauf que la plupart du temps, le mental, la raison,
évacue ça en disant c'est du hasard, c'est une simple coïncidence. La coïncidence n'a pas de sens en elle-même, alors que Jung disait ce sont des coïncidences qui ont du sens. Mais ce sont deux événements qui sont pas reliés par la cause, il n'y a pas de cause à effet, ce sont des événements qui sont reliés par la notion de sens. Donc c'est pour ça que c'était une réflexion extrêmement riche entre Jung et Paoli sur comment la sphère psychique elle est connectée en fait à la sphère matérielle. Est-ce que les deux sont une seule et même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes, etc. Comment est-ce qu'elles sont interfacées et tout? Donc il y a toute une réflexion qui est toujours valide, toujours active aujourd'hui en science. Hein. C'est des débats qui sont extrêmement riches et féconds autour de ça. Est-ce que la psyché et la matière c'est la même chose? Est-ce que c'est deux choses différentes? Hein, c'est le problème du dualisme qu'on a depuis Descartes chez nous, hein, dans le monde occidental. Et voilà, et c'est des réflexions qui sont pas complètement tranchées. Et Jung et Paoli pensaient que psyché, donc tout ce qu'on pense, tout ce qui est dans le domaine des idées, et le monde matériel de l'autre, et ben ça ne formait qu'un tout en fait, ça ne formait qu'un seul et même monde. Et bien sûr, on retrouve ça dans plein de traditions spirituelles. Tu as cité le bouddhisme tout à l'heure, on a ça dans l'hindouisme, dans le taoïsme, mais on a ça aussi dans les enseignements ésotériques, des traditions plus proches de nous ici en Occident. Donc tout ça, c'est pas des idées qui sont nouvelles, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui reste, en tout cas, étudié par des gens, par des philosophes, des sciences, etc., et par des scientifiques, parce que la question est complètement ouverte en fait. La question n'est pas tranchée. Donc voilà, ça reste passionnant. La synchronicité, c'est du coup quelque chose qui d'un seul coup nous donne une forme d'enseignement. Ça nous dit quelque chose, ça nous dit que finalement il n'y a pas que la réalité matérielle, il y a quelque chose d'autre, comme s'il y avait une forme de magie qui était à l'œuvre en fait. Et donc certains vont dire ah bah c'est mon guide encore une fois, ou alors c'est mon ange, ou etc. qui m'envoie un signe, ou c'est mon grand-père qui est décédé, etc. Pourquoi pas? Il y a plein de façons d'interpréter ça. Nous, dans le livre, et on s'appuie là encore une fois sur Jung, on considère que ce sont des signes que nous envoie notre soi, qui est l'entité de nous qui existe hors du temps. Et que du coup, cette entité-là peut nous envoyer des signes depuis le futur pour nous guider sur notre chemin qui va nous attirer vers ce futur-là. Voilà une façon de résumer un peu les choses si c'est compréhensible. Ouais. Non, mais c'est très parlant, surtout si on prend un peu de recul. À la base, quand on a une envie de faire quelque chose, quand on a un désir de faire quelque chose, il vient d'où ce désir-là? Et là, c'est vrai qu'on peut parler de ce concept qui est hors du temps. On peut parler de notre âme, on peut parler de ce quelque chose, le soi. Parce que parfois, on se pose la question, et Denis Marquet m'expliquait ça récemment. Il me dit, mais en fait, ça vient d'où ce désir? Parce que j'ai envie de faire ça, mais ça vient pas de moi. Enfin, parfois, c'est des choses qui nous viennent à nous, et c'est même en fait, le désir est tellement fort qu'on se dit c'est pas possible. En fait, je peux pas m'empêcher de vouloir faire ça ou changer ça ou atteindre un certain objectif. Ouais, ça rejoint la notion d'intuition. On sait pas d'où viennent nos intuitions. Et nos intuitions sont là aussi pour nous guider. Et il y a de bonnes raisons de penser que ça ne vient pas simplement du cerveau et du travail du mental. En fait, la synchronicité, elle n'a pas de sens pour le mental parce que le mental, qu'on peut aussi réduire à ce qu'on appelle l'ego, lui, il fonctionne dans un monde de causalité stricte, c'est-à-dire que je pense quelque chose, ensuite je vais le faire, et puis cette action aura un effet et des conséquences, etc. Et une, euh, c'est une façon de fonctionner qui est strictement causale, déterministe, et qui fonctionne dans le sens de la flèche du temps. Or, la synchronicité, elle nous oblige à sortir de ce schéma-là, justement, en disant, mais d'où ça vient ce truc? Je raconte une synchronicité extraordinaire au début du bouquin, avec le fameux scarabée, justement, de Jung, où il y a bien sûr des gens sceptiques trouveront toujours une explication en disant, de toute façon, c'est le hasard, voilà, et puis notre attention fait que d'un seul coup, on accorde de l'importance à ce phénomène-là en disant c'est une synchronicité, mais ça n'est rien d'autre que du hasard. Or, beaucoup de gens très intelligents dans le domaine des sciences et de la philosophie, depuis des décennies, des siècles, réfléchissent à ça en disant non, c'est plus que du hasard. Donc ça vaut le coup quand même de se pencher un petit peu sur la question, quoi. Et Jung a écrit des pages qui restent hyper actuelles sur cette question-là. Et puis ça a été développé par d'autres chercheurs depuis. Quoi. Ça reste un sujet complètement fascinant. Et en fait, les synchronicités, c'est peut-être l'expérience spirituelle la plus simple qu'on peut vivre, et c'est souvent ça qui met les gens sur un chemin spirituel, on va dire, qui les incite
à s'intéresser à la spiritualité là où ils étaient pas du tout branchés là-dessus, en se disant bon bah voilà, on est un être fait de matière dans un monde fait de matière et puis il y a rien d'autre quoi. Et puis ce qu'on appelle la conscience, ça émerge de la matière. Or cette vision-là est remise en cause par justement une vision spirituelle des choses et souvent on est amené à ça par des synchronicités parce qu'on se dit au bout d'un moment c'est pas possible quoi, sauf si on vit une synchronicité vraiment tous les 10 ans, mais il se trouve qu'on vit souvent des synchronicités en groupe, en fait, de manière répétitive, des synchronicités en chaîne, surtout quand on a des choix à faire, justement, c'est ça qui est intéressant. Quand on est confronté à des choix importants dans sa vie, en se disant est-ce que je dois rester dans cette profession qui m'intéresse plus ou moins, etc. Est-ce que je dois changer de lieu de vie, déménager? Est-ce que je dois changer de partenaire de vie? Est-ce que je dois faire ceci ou cela? Eh bien, si on est à l'écoute, si on fait taire un peu le mental, on va certainement avoir des signes, donc qu'on va interpréter ou pas comme des synchronicités. On va certainement avoir des informations aussi dans nos rêves, et puis on va avoir des intuitions. Et ces choses-là nous apportent des réponses. Simplement, il faut savoir les décoder. Déjà, il faut savoir les repérer. Donc, il faut avoir une certaine qualité effectivement d'écoute par rapport à ça. Encore une fois, ne pas être complètement enfermé dans son mental et pour être capable de les identifier. Et puis ensuite, déchiffrer ces signes-là et comprendre que peut-être que ça nous dit quelque chose. Et quand on a des choix à faire, on a souvent des synchronicités comme ça en chaîne qui se répètent. Le même message se répète en quelque sorte. Donc c'est fascinant parce que beaucoup de gens ont changé de vie suite à ce genre de phénomène, alors qu'au départ, ils n'étaient pas du tout ouverts à ces choses-là. Oui, tu dis que ce sont des phénomènes simples, mais c'est des phénomènes simples mais super puissants. Un exercice que je fais depuis plusieurs années, si je peux le partager avec toi, c'est que quand je me pose une question, quand je suis au travail, ce que je fais en fait, j'arrête mes activités, je pars marcher dans la forêt, et crois-moi, dans 80 ou 90% des cas, avant la fin de ma marche, j'ai déjà la réponse. Et la réponse, souvent, elle vient sous forme de un mot, peut-être deux mots, ou peut-être je vais voir quelque chose, je vais recevoir un SMS, je vais recevoir un mail, et souvent la réponse, elle arrive dans, allez, 90% des cas, avant la fin de ma marche. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant la marche, en fait, je pense à rien. Donc je mets la question de côté, je laisse de la place. C'est pour ça aussi que j'insiste énormément sur la méditation. La méditation nous permet justement de faire ça, de faire taire le mental, et on laisse de la place à ce quelque chose qui vient de je ne sais pas où, et qui vient nous guider, nous donner une réponse, ou nous mettre sur la voie. Et c'est pour ça aussi que je trouvais que votre livre était super intéressant, c'est que vous parlez de choses scientifiques pour expliquer des choses, soit qu'on fait de façon intuitive, soit des choses en fait que des traditions nous enseignent depuis des milliers d'années. Voilà, bah c'est les deux, hein. On fait ça de manière intuitive parce que c'est en nous, ça correspond à notre nature. Et effectivement, les traditions en parlent depuis toujours et ont donné différents noms à ça. Et puis c'est devenu des enseignements euh, plus ou moins connus, plus ou moins cachés. Mais en tout cas, c'est pas nouveau. Et ce qui était justement intéressant avec Romuald, c'est que lui, il a appris ça auprès des chamans. Les chamans lui ont dit, mais en fait, la nature nous parle avec des signes en permanence. La nature nous dit où est-ce qu'il faut aller chasser, comment, avec quoi, et quelle plante utiliser pour soigner telle ou telle chose. Et donc, les ethnologues, les anthropologues, etc., euh, finalement, sont simplement à découvrir petit à petit tout ce savoir-là qui est extrêmement riche chez les peuples premiers. Tu sais, je m'intéresse beaucoup aux peuples premiers parce que je m'occupe d'une revue qui s'appelle Native. Je sais pas si tu as vu. C'est une revue trimestrielle qui parle des peuples racines, peuples premiers, Premières Nations, etc. Et donc, Romuald, quand il était en Amazonie, il a des chamans qui lui ont enseigné cette science des signes, en fait, en lui disant, voilà, quand tu fais une diète de plantes, tu te mets à l'écoute de la nature autour de toi et tu vas avoir des signes qui vont apporter des réponses à tes questionnements. Encore faut-il avoir un questionnement. Encore faut-il se poser des questions effectivement sur ce qu'on est, quelle est notre nature, etc. Et si on a ce questionnement-là, eh bien les réponses vont venir, c'est sûr. Les chamans qui l'ont enseigné là-dessus lui disaient que justement il y a ces signes qui sont donnés par la nature comme ça, mais il y a aussi des choses qui viennent du futur parce qu'ils apparaissent dans tes visions. Et là, on parle de visions qu'on a notamment lors d'expériences de sessions chamaniques avec des breuvages, des substances qui sont des substances donc psychédéliques et que nous, en Occident, on appelle hallucinogènes. Et c'est très significatif parce que hallucinogène, ça veut dire hallucination et hallucination, ça veut dire que ça n'existe pas. Et en fait, on est toujours bloqué dans ce paradigme-là, alors que pour eux, ce sont des plantes et des expériences de vision. Donc on voit des choses qui existent, sauf qu'elles existent
de l'autre côté du voile, on va dire, dans l'arrière-monde, dans le monde des rêves aussi. Hein. Il y a beaucoup aussi d'ethnies chez les peuples racines qui prennent en fait au premier degré quasiment les informations qu'ils ont dans leurs rêves. Là, ça, bien sûr, chez les aborigènes d'Australie, c'est très connu, mais pas seulement chez eux. Et donc, les informations aussi qui leur viennent dans leurs rêves sont aussi correspondent à la réalité. C'est-à-dire qu'ils savent où aller chasser, où aller pour rencontrer telle ou telle autre personne, etc. Donc tout ça, ça fait partie de leur réalité. Pour eux, il n'y a pas de séparation en fait entre le monde, on va dire, ordinaire, matériel, et ce monde des visions, des rêves, etc. Et donc tout ça, ça forme un tout, et en permanence, la nature leur envoie des signes. Et on a des exemples qui sont complètement frappants. Par exemple, la façon dont ils ont préparé certaines recettes justement de plantes pour faire des sessions de chamanisme, comme la fameuse ayahuasca. L'ayahuasca, c'est une préparation à partir de plusieurs plantes, dont deux plantes essentiellement, et l'une des deux plantes permet à l'autre plante d'être active. Et s'il n'y avait pas le mélange des deux, ça pourrait pas fonctionner. Et on ne sait pas comment ils ont eu cette recette, comment ils ont eu l'idée de faire cette recette-là, alors qu'on la trouve dans plein d'ethnies, dans tout le bassin amazonien. Et la vision occidentale classique, c'est de dire qu'ils ont mélangé toutes sortes de plantes pour jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne recette. Donc ils ont procédé par ce qu'on appelle essai et erreur. Or, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il aurait fallu des millions d'années pour ça, puisqu'il y a des dizaines de milliers d'espèces de plantes en Amazonie, par exemple. Donc, et pourquoi ne pas les écouter quand ils nous disent, eux, non, c'est la plante elle-même, quand je l'ai consommée toute seule, qui m'a dit en vision, il faut que tu m'associes avec telle autre plante et avec telle et telle recette, que tu la prépares comme ci, comme ça. Et cette plante, est-ce que je vais consommer l'écorce? Est-ce que je vais consommer la tige? Est-ce que je vais consommer les feuilles? Est-ce que je vais consommer autre chose, la sève ou je ne sais quoi? Donc il y a des milliards de possibilités si on commence à faire des statistiques. Il y a des milliards de possibilités d'association. Donc le plus simple, et certains anthropologues ont fait cette démarche-là, comme Jérémy Narby par exemple, avec le serpent cosmique, ils ont dit, bah oui, le plus simple peut-être, le plus économique, c'est de prendre au premier degré ce que nous disent les chamans, et ils disent qu'en fait c'est la plante elle-même qui leur donne l'information dans des visions, dans des rêves, à travers des intuitions, ce genre de choses. Et c'est pareil pour plein de plantes médicinales. Et en plus, le côté signe de la nature, il est fascinant aussi, parce qu'il y a plein de plantes dont l'aspect même désigne la fonction. Par exemple, une plante qui va soigner une morsure de serpent, eh ben, elle ressemble à un serpent. Ça va être les mêmes écailles qu'on va retrouver sur la plante. Des choses comme ça. Alors, c'est pareil. Est-ce que ça va être la racine? Est-ce que ça va être la tige, les feuilles, etc. Donc, tout ça, pour les chamans, ça forme une seule et même réalité, quoi. Il y a pas de séparation. C'est ça qui est fascinant. Donc, quand on trouve des choses qui correspondent à ça, à la fois dans la physique moderne et dans les enseignements des traditions spirituelles aussi qu'on connaît mieux, que ce soit des traditions d'Inde ou d'Asie ou des traditions plus qui viennent des religions du livre, etc. Voilà, c'est quand même, encore une fois, ces correspondances-là, elles sont pas dues au hasard, quoi, certainement. Il y a du sens derrière tout ça. C'est le mot sens qui est important dans cette histoire. Mais surtout que quand ces personnes-là nous expliquent que voici ce qui nous a donné ce genre de connaissances, nous, on est là avec notre côté occidental. Non, on veut pas y croire. Explique-moi comment tu fais. Tu vois, on cherche le côté rationnel. Alors que parfois, il suffit juste d'écouter. S'il y a quelque chose qui marche, je ne vois pas pourquoi on s'entête. Peut-être que pour les esprits scientifiques, ils veulent savoir comment ça marche, mais s'il y a quelque chose qui marche, peut-être qu'on devrait juste l'utiliser pour le moment, et on verra plus tard si la science arrive à rattraper ce retard-là. Parce qu'au final, de mon point de vue, la science a du retard sur des choses qu'on sait faire de façon intuitive, parce que la nature nous les a enseignées, ou parce que peut-être qu'il y a un message qui est venu à un moment donné, ce qu'on appelle l'intuition. Peut-être qu'on devrait juste... Peut-être qu'il faut pas croire tout ce qu'on lit, il faut pas croire tout ce que... Euh, on raconte. C'est pour ça que je trouve que c'est super intéressant de faire l'expérience soi-même, de faire l'expérience des synchronicités, et c'est ça qui va petit à petit développer, vous parlez de la foi, de l'importance de la foi dans ce processus de co-création. Ah oui, alors la fois, je vais y revenir, c'est intéressant, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que il y a cette idée que la science, elle est enfermée dans une espèce de modèle, de paradigme, on dit, matérialiste. Moi, je viens d'une formation scientifique et je continue à avoir beaucoup de respect pour la science et pour les scientifiques et à considérer que la science, c'est quelque chose d'extrêmement important et je ne rejette absolument pas les acquis de la science, la démarche de la science, les outils de la science, etc. Au contraire. Et Romuald, c'est pareil, il a une formation en ethnobotanique, donc c'est aussi quelqu'un qui a un discours quand même scientifique.
sauf qu'on est ouvert à des choses qui dépassent ce dont la science est prête à nous parler, on va dire. Mais le matérialisme, pour dire quelques mots là-dessus, c'est une espèce de parenthèse dans l'histoire en fait des idées. Ça date de quelques siècles simplement. On va dire que c'est depuis la révolution des Lumières au XVIIIe siècle qu'on a donné cette toute puissance à la démarche de la raison et donc de la science. Mais il y a plein de voix qui s'élèvent pour dire il y a quelque chose au-delà de la raison. Justement, il y a une partie de nous aussi qui fonctionne au-delà de la raison. C'est ce qu'on va appeler justement l'intuition, le cœur ou ce genre de choses. C'est quelque chose. Donc l'idée c'est pas de rejeter l'un au profit de l'autre, c'est vraiment d'arriver à équilibrer les deux. On a les deux outils, on a les deux voies, les deux approches. Chez Platon, on appelait ça le logos d'un côté et le mythos de l'autre. Il n'y a pas de raison de rejeter l'un au profit de l'autre. Les deux se nourrissent l'un de l'autre et nous permettent d'avoir une expérience, disons, globale, complète du monde. Donc j'en veux pas à la science et aux scientifiques, sauf quand ils sont vraiment obtus et qui refusent justement de s'ouvrir à d'autres univers, on va dire. Mais en général, il n'y a pas moyen de les convaincre de toute façon avec des données, encore une fois, rationnelles ou quoi, même des résultats d'études, hein, encore que. Mais je pense qu'il faut que justement, comme tu disais, ça parte de l'expérience. C'est-à-dire que les scientifiques changent quand eux-mêmes vivent des expériences comme ça auxquelles ils n'arrivent pas à donner de sens autrement qu'en faisant appel à ces concepts-là. Et tu parlais tout à l'heure de l'intuition en forêt et tout ça. Et tu sais qu'en science, c'est connu que justement beaucoup de scientifiques ont des intuitions comme ça brutales dans des domaines très très sérieux comme la physique et les maths, surtout beaucoup les maths, alors que ce sont des informations qui viennent de nulle part. Et beaucoup de scientifiques et beaucoup de mathématiciens ont raconté qu'ils avaient eu voilà des espèces d'illuminations. Même Cédric Villani a dit ça. Des informations qui venaient du dieu des mathématiques ou un truc comme ça, il a dit. C'est-à-dire qu'ils savent pas d'où ça vient. Et à un moment donné, ils sont bloqués sur un problème très 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 rationnel, et puis ils n'arrivent pas à progresser avec juste le mental et la réflexion. Et puis quand ils arrivent à mettre le mental en pause, et ben en fait c'est quand ils sont en train de faire complètement autre chose, dont par exemple des promenades effectivement dans la forêt ou dans la montagne ou quoi, et puis ou alors qu'ils se promènent dans la rue en ayant l'esprit vide, c'est là que l'information va arriver. L'information vient on ne sait où. Donc c'est quelque chose qui est connu en science. Donc l'intuition joue un rôle extrêmement important en science. Mais voilà, c'est pas reconnu comme un outil en tant que tel. Maintenant sur la foi c'est une espèce de faux ami parce que la foi c'est assimilé dans l'esprit de beaucoup de gens à la religion et à la notion de croyance. Or la foi étymologiquement ça veut dire la fidélité et la confiance. Donc c'est le fait d'avoir confiance dans l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. Donc nous, on parle de foi au sens sacré, mais pas au sens religieux. Ça dépasse le cadre religieux. Et moi, avec tout le respect que j'ai pour les religions, c'est pas le problème. Je dis que on peut avoir une vie spirituelle au-delà des religions et après s'intéresser aussi à des religions. Et on peut aussi avoir une vraie vie spirituelle dans une religion. On peut parfaitement être un être spirituel tout à fait épanoui et bien développé en étant croyant d'une religion en particulier, c'est pas le problème. Mais nous, on parle de foi au sens plus vaste, plus large que ça, on va dire, au sens sacré. Et effectivement, la foi, c'est pas la croyance, la foi, c'est la confiance. Confiance et fidélité, hein, si tu prends l'étymologie. Donc voilà, effectivement, toute cette vision du monde-là, elle repose sur cette notion de foi, c'est-à-dire effectivement d'être convaincu au fond de soi-même qu'il y a du sens autour de nous, qu'il y a une espèce d'intention primordiale dans l'univers que effectivement les religions ont appelé Dieu pour certaines d'entre elles, qu'il y a une espèce de but. Alors c'est difficile à dire parce que ça on peut y réfléchir. Hein. Il n'y a pas forcément un but. En tout cas ça fonctionne comme ça avec cette notion pour moi d'intention et de sens et qu'on peut capter ça, on peut déchiffrer ça à travers les expériences qu'on va vivre. Donc, dans le dernier livre qu'on a écrit avec Romuald, s'appelle Tout est relié, on réfléchit sur la notion de dessin, tu sais, de but, d'objectif, et il y a des réflexions vraiment super intéressantes là aussi chez certains philosophes sur l'idée qu'il n'y a pas forcément un but, mais qu'il y a une évolution qui se fait en temps réel, et que simplement l'idée, ben là tu as ça aussi dans les grands courants gnostiques, alchimiques et tout, le but c'est simplement de comprendre que nous sommes, en fait, chacun de nous est une espèce de facette de l'absolu, d'une métaconscience, d'une supraconscience primordiale qui simplement s'exprime à travers l'être que nous sommes. Et donc nous sommes la même supraconscience, nous sommes la même source en fait, nous sommes la source qui s'exprime
s'exprime, qui se connaît elle-même à travers différentes expériences. Donc, c'est pas la même notion que d'avoir un but d'aller vers quelque chose. Et le seul but, ça serait que cette source se connaît elle-même à travers les expériences que chacun de nous peut faire à la fois en tant qu'être humain, mais aussi chez les animaux, mais aussi chez les plantes, et puis aussi peut-être la planète comme être vivant, etc., etc. Et que voilà, et qu'il n'y a pas d'autre but que ça. Enfin, ça c'est peut-être encore une autre discussion qu'on pourrait avoir. Mais la notion de foi, oui, bien sûr, pour résumer, la notion de foi, elle est cruciale, mais pas la foi au sens religieux stricto sensu. Maintenant, j'aimerais qu'on parle, tu as parlé de plusieurs livres que tu as écrits, je pense que tu en as écrit plusieurs avec Romuald Le Terrier. Donc, ce livre-là, Ce souvenir du futur, c'est lui qui t'a proposé l'idée du livre. Mais d'habitude, toi, comment tu fais pour choisir les sujets de tes livres? Écoute, moi je m'intéresse à tout ça depuis une trentaine d'années hein, déjà. Donc quand je sortais de mes études, j'ai fait des études de sciences et j'étais un peu fermé enfin j'étais pas fermé à la spiritualité. Disons que j'avais mis tout ça de côté. J'avais un peu rejeté aussi l'éducation religieuse catholique que j'avais reçue dans l'enfance et j'avais une ouverture comme ça à la spiritualité au sens large, mais sans avoir creusé quoi. Et via la philosophie, via la métaphysique, ça a continué quand même de m'intéresser. Et puis tout a changé quand j'ai découvert les expériences de mort imminente. Où là, en lisant les témoignages et puis ensuite en rencontrant des témoins et en rencontrant des chercheurs, là je me suis dit il y a quelque chose d'énorme derrière ça quoi. Forcément, les gens qui vivent ça, ils n'ont pas pu l'inventer et ils sont vraiment transformés, etc., etc. Donc cette expérience nous dit des choses sur ce que nous sommes, sur la véritable nature de l'être humain et peut-être sur la nature même du cosmos et tout ça. Donc j'ai été fasciné par tout ça, ce qui fait que j'ai écrit comme journaliste sur quasiment tous les sujets qu'on appelle, qui relèvent des phénomènes inexpliqués, donc aussi bien les états modifiés de conscience que le phénomène ovni, que la radiesthésie, que la voyance, que tout ce que tu veux, tout ce qui rentre dans le champ des phénomènes inexpliqués me passionne. Et c'est surtout le domaine des états modifiés de conscience qui, à la base, donc me passionne et continue de me passionner. Donc quand on me propose des collaborations, et ben si c'est sur ces sujets-là, en général, je vais dire oui, ça dépend de la personne, évidemment. Là, je suis en train d'écrire un livre avec un neurologue qui s'appelle Antoine Sénanque et où on travaille sur la notion de psychokinèse et de guérison. La psychokinèse, c'est l'action de l'esprit sur la matière. On parle de gens, tu sais, qui sont capables de tordre des barres en métal sans les toucher, qui sont capables de faire déplacer des objets sans les toucher. Et il y a des travaux récents, il y a des vidéos impressionnantes là-dessus. Donc, et on fait le lien avec la capacité de guérison de la personne, puisque la guérison, l'auto-guérison, les guérisons extraordinaires, les guérisons inexpliquées, les guérisons miraculeuses aussi, sont un exemple d'action de l'esprit sur la matière aussi, la matière du corps en l'occurrence. Donc voilà le genre d'exemple où je suis en train de collaborer avec cette personne-là pour faire un livre là-dessus, tu vois. Mais voilà, donc j'ai fait plusieurs livres tout seul, mais c'est vrai qu'on m'a proposé beaucoup de collaborations, et à chaque fois c'était sur ces sujets-là, donc l'au-delà, l'intuition, le sixième sens, la voyance, les expériences de mort imminente, les expériences hors du corps, tous ces sujets-là me passionnent et surtout, moi, j'essaye de faire encore une fois des liens, des passerelles entre des savoirs traditionnels, des savoirs très contemporains en sciences et aussi des réflexions très contemporaines en philosophie ou plus anciennes d'ailleurs. Je suis passionné tu vois, de ces connexions-là pour essayer de donner du sens à tout ça. Et c'est sûr que je revendique d'être un généraliste parce que je ne peux pas être spécialiste de chaque domaine, mais malheureusement, beaucoup trop de gens sont spécialistes dans leur domaine et sont complètement fermés à ce qui se passe ailleurs. Et tu as des gens qui s'aperçoivent qui disent la même chose en physique quantique que en psychologie transpersonnelle ou des gens qui sont branchés gnose et alchimie. Tu vois, donc c'est ça qui est passionnant pour moi. C'est de vous montrer que sont les mêmes messages que tu as aussi bien dans les Upanishads de l'hindouisme que dans la physique contemporaine. Donc ça avait déjà été identifié quand même par certains. Mais il y a plein d'autres passerelles à faire, quoi. Et beaucoup trop de gens, en tout cas des grands savants, sont beaucoup trop enfermés dans leur domaine à eux et ne savent même pas ce qui se passe dans une autre spécialité voisine de la leur. Et ça empêche d'avancer parce que au bout d'un moment, on est dans un savoir tellement complexe que justement, on peut même plus le partager aux autres. Il y a que les experts d'un domaine qui se comprennent entre eux, quoi. Et ça sert à rien du coup. Et ça c'est pareil en philosophie. Hein. En philosophie,
dans certains domaines, c'est devenu tellement spécialisé que tu comprends pas un traître mot de ce que les mecs racontent et ils se font plaisir entre eux, voilà, dans des colloques, dans des débats, ça n'a aucun intérêt. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui peut être compris par le plus grand nombre, quoi. Donc, je considère que c'est mon boulot entre guillemets de journaliste, d'essayer de rendre ça accessible et compréhensible. Et pour ça, j'ai besoin d'aller chercher quand même des sources pointues, sérieuses, et d'essayer de comprendre ce qui se dit. Et chaque jour, j'apprends des nouvelles choses, moi, parce que je suis pas expert de tout ça à la base, quoi, forcément. C'est tellement gros, je peux pas non plus prétendre embrasser tout le champ de la connaissance. Je veux dire, c'est immensément vaste. Ouais. Et on a besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui fait le lien entre tous ces domaines-là. Je me rappelle plus exactement le nom en français du livre, c'est une, la- une brève histoire de l'humanité ou une, je sais pas comment il s'appelle exactement le livre. Je pense que c'est Brief History of Humankind, un truc comme ça. Ça- C'est un Israélien qui l'a écrit, c'est un chercheur israélien. Ah, c'est Harari. Et Harry, voilà, exactement. Et il retrace tout le. Oui. En fait, il fait le lien entre plusieurs domaines. Et son livre, forcément, il est critiqué par les spécialistes dans des domaines bien particuliers. Mais sauf que lui, en fait, lui, il parle de plusieurs disciplines en même temps. Donc, et c'est pour ça que son livre, il plaît. C'est parce que il arrive à faire le lien, le pont, en fait, entre plusieurs disciplines, plusieurs domaines, et nous donner quelque chose de cohérent et qui se lit très très bien. Moi, j'ai adoré ce livre. Après, on peut critiquer certaines parties, mais n'empêche, on a besoin de ce genre de personnes qui vont aller dans plusieurs domaines et faire le lien. Bien sûr, ouais, ouais. Puis les experts, effectivement, ils vont tout de suite te dire, ah mais là, vous avez dit une connerie, c'est pas comme ça qu'on présente les choses, etc. Donc forcément, si t'es pas expert toi-même du domaine, tu vas dire des bêtises. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de vulgariser les choses, sans être vulgaire, justement. Vulgariser, c'est pas un mauvais terme. En anglais, on dit popularisation, en fait. Populariser, c'est rendre accessible, et vulgaire, ça vient de vulgus, c'est le peuple. Donc vulgariser, c'est rendre accessible au plus grand nombre. Donc moi, je revendique d'être un vulgarisateur, effectivement, et je peux pas être un expert de tous les domaines dont je parle. Donc j'essaye de pas dire trop de bêtises quand je parle d'un domaine ou d'un autre, que ce soit la physique quantique ou que ce soit l'alchimie, si tu veux. Mais c'est pour ça que on parle aussi par métaphore, par analogie, on essaie de faire des rapprochements sans prétendre encore une fois, détenir non plus la vérité, quoi. À chacun ensuite de voir si ces liens sont pertinents, si ça leur parle, si ça a du sens pour eux. Exactement. Et surtout, on a besoin de ça parce que les médias traditionnels ne parlent pas forcément de ces sujets-là. Tu viens de citer les ovnis. Je comptais pas parler des ovnis avec toi, mais tu viens de citer l'exemple aux États-Unis. C'est un phénomène dont on parle beaucoup. Surtout que maintenant, le gouvernement américain il commence à publier des vidéos. C'est-à-dire que c'est pas juste un site sur le darknet qui parle d'ovnis. Même le gouvernement américain, il dit voilà, on publie certaines choses, pourtant ça passe complètement inaperçu, il y a personne qui en parle. Je sais que quand on va parler de ça, on va parler de quelqu'un qui va tordre un objet ou qui va déplacer un objet, on va nous prendre pour des gens qui fument la moquette, mais pourtant il y a des études scientifiques qui prouvent ce phénomène-là. Les ovnis, c'est pas quelque chose de d'obscur. Maintenant, on a des vidéos officielles du gouvernement américain. Et d'ailleurs, je me demandais pourquoi en France, on n'a rien de la part du gouvernement ou de la part des instances officielles. Alors là, c'est un dossier complexe, c'est un débat à part entière, hein, parce que il y a eu beaucoup de fuites en fait ces dernières années aux États-Unis qui venaient des milieux militaires, et donc il y a des vidéos qui ont fuité qui venaient d'avions et de bateaux, etc. militaires qui ont filmé des choses avec des caméras infrarouges, des caméras spéciales, hein, faites pour l'armée, avec des objets qui ne pouvaient pas être identifiés et avec des déplacements qui ne pouvaient pas être compris. Donc, dès l'instant où ces vidéos-là ont fuité, tu as des gens qui ont dit oui, moi j'ai été témoin de ça, et puis ces gars-là sont des anciens pilotes ou sont des anciens militaires de haut niveau, de haut rang, ou des gens de la communauté du renseignement aussi, et qui ont confirmé que ces vidéos étaient authentiques. Donc, le Pentagone, la Navy, tout ça ont fini par reconnaître que effectivement ces vidéos étaient authentiques. Donc ça a déclenché tout un mouvement. C'est récent, hein, c'est quelques dizaines d'années seulement là, aux États-Unis, parce qu'il y avait évidemment de l'intérêt dans le public depuis longtemps, mais ces données-là sont récentes. Et donc il y a eu des prises de position officielles effectivement pour dire, écoutez, il se passe des choses qu'on n'arrive pas à expliquer effectivement dans le ciel. Donc, ça fait bouger. Mais en France, on n'a pas la même approche de ça. On a un bureau qui fait partie du Centre national d'études spatiales, hein, et qui s'occupe de recueillir des témoignages. Et en gros, les témoignages, ils sont mis dans une armoire et puis on n'en fait pas grand-chose derrière, quoi. Mais on a aussi plein d'observations aussi en France.
On n'a pas la démarche effectivement de vidéos qui viendraient de l'armée ou ce genre de choses qui auraient fuité. Mais il se peut que ça arrive demain. Hein. Si des vidéos françaises fuitent, eh ben il faudra que les autorités se positionnent par rapport à ça. Donc pour l'instant, la France reste assez discrète par rapport à ça, mais aux États-Unis, c'est devenu effectivement un gros mouvement. Et donc, il y a plein de gens très très sérieux qui disent que effectivement le phénomène est réel et qu'il y a des observations qu'on peut pas expliquer. Mais ils vont pas jusqu'à dire que l'origine de ces phénomènes est extraterrestre. C'est tout un autre débat justement, de dire quelle en est l'origine. Il y a tout un tas d'hypothèses qui sont hyper intéressantes sur la table et ça reste un domaine passionnant. Moi, j'ai écrit encore un article pour pour la revue Inexplorée là-dessus, dans le précédent numéro, enfin dans celui qui est en kiosque actuellement, et puis aussi dans le prochain. C'est un dossier qui est fascinant. Et justement, pour revenir à ce souvenir du futur, on en parle aussi, je crois, dans ce souvenir du futur, parce que chez les chamans, c'est aussi une réalité, la réalité extraterrestre, entre guillemets. C'est-à-dire que eux, dans le monde des visions, ils ont aussi accès à des êtres qui existent ailleurs, dans d'autres dimensions ou sur d'autres planètes éventuellement, mais en tout cas dans d'autres mondes. Et ça fait aussi partie de leur réalité. Et tu as des peintres des peintures de peintres chamans dans lesquelles tu as des espèces d'ovnis, tu as ce que nous on appellerait des ovnis. Donc ça fait aussi partie de leur réalité, c'est quelque chose qui est complètement intégré pour eux. Donc encore une fois, tout ça, c'est des liens qui sont pertinents, quoi. Ouais, c'est fascinant. Des personnes qui sont venues à un moment donné pour leur enseigner quelque chose, et maintenant ces personnes-là comment dire, pas transparentes, mais sont invisibles. Ouais, on peut voir ça comme ça, là, ça on en parle plus dans notre deuxième livre qui s'appelle Se souvenir de l'au-delà, mais effectivement, dans ce qu'on peut appeler l'arrière-monde, l'autre côté du voile, etc., il y a des esprits des défunts, il y a des esprits des animaux, il y a des esprits de la nature, des esprits de la montagne, de la rivière, de la forêt, tout ce que tu veux, les esprits des plantes et tout ça. Et puis il y a des esprits qui viennent de beaucoup plus loin, qui viennent d'ailleurs, qui sont pas des esprits de l'environnement terrestre. Et tout ça forme une réalité une et indivisible. Et depuis la nuit des temps, on a des récits, des témoignages là-dessus, quoi. Donc il n'y a pas de raison d'évacuer l'un au profit de l'autre en disant que la seule réalité qu'on vit, c'est la réalité matérielle. Et ça bouge aussi là aujourd'hui dans les milieux intellectuels, y compris en France. Hein. Il y a un philosophe là qui s'appelle Mohamed Amer Méziane qui a écrit un bouquin qui parle d'une anthropologie métaphysique. Et Méziane, donc c'est un jeune philosophe, hein, et il révolutionne un peu l'anthropologie en disant qu'on doit intégrer justement toute la dimension invisible dans l'anthropologie. L'anthropologie, donc, c'est l'étude de l'homme, hein, de l'homme dans son environnement. Et il dit qu'il faut prendre au sérieux, en fait, tout ce que nous disent ces traditions-là, les traditions spirituelles, les traditions religieuses, et aussi les traditions justement chamaniques et tout ça, qui considèrent qu'il y a toute une part du monde invisible qui est complètement présente à chaque instant avec nous, qui nous parle, qui nous guide, qui interagit avec nous, et que voilà, ça se traduit par des expériences de vision, de rêve, d'intuition, tout ce qu'on veut, d'insynchronicité, et que tout ça, ça doit être pris en compte par l'anthropologie, que ça doit être intégré et pas considéré comme des croyances, des superstitions, des hallucinations, des choses qui n'ont pas de réalité finalement. Et donc l'anthropologie bouge tout doucement sur ce terrain-là, mais on voit qu'il y a des grandes figures intellectuelles qui vont sur ce terrain-là, et ça c'est plutôt encourageant, je dirais. Ouais, c'est fascinant. C'est pour ça que je fais de mon mieux hein, pour essayer de, de pas populariser, mais d'essayer de distribuer. J'arrive pas à trouver le mot en français, de partager ce genre de thème, parce que personnellement, c'est quelque chose que je faisais à côté. Ce sont des livres que j'adore lire, que c'était plus une passion. Mais maintenant, je me suis dit, en fait, non, peut-être maintenant, il est temps de partager ce genre de choses avec le plus grand nombre. Parce que autour de moi, dans ma famille, quand je parle de ce genre d'idées ou quand je parle de ce genre de phénomènes ou même des études scientifiques, ils continuent à me regarder avec un air sceptique. C'est normal, Alors hein, il faut qu'aujourd'hui, pas on leur n'est en plus à vouloir. ça de là. Il faut pas leur en vouloir. C'est pareil chez moi, hein, rassure-toi. C'est intéressant parce qu'on est formaté effectivement depuis l'école, hein, depuis l'enfance, pour penser d'une certaine manière en disant ça c'est réel, ça c'est irréel. Et même les rêves, c'est censé ne pas être réel. Et quand on fait un cauchemar et qu'on est enfant, nos parents nous rassurent en disant t'inquiète pas, c'était juste un cauchemar. Sous-entendu, ça n'a pas de réalité. Si, ça a une réalité, mais ça a c'est une autre forme de réalité, on va dire. Donc, de toute façon, moi, je suis convaincu de ça depuis longtemps, c'est qu'on ne peut pas convaincre les gens en leur présentant des livres, en leur présentant des arguments,
et encore moins en leur présentant des résultats d'études scientifiques, sauf si eux-mêmes sont scientifiques, on va dire. La seule chose qui peut les faire changer, c'est des expériences que eux vont vivre. Ne serait-ce qu'une bonne vieille grosse synchronicité, tu vois, ça part de choses comme ça. Ou alors ils font un rêve prémonitoire vraiment balèze, tu vois, et il n'y a aucun doute possible sur le fait qu'ils ont rêvé d'un événement avant qu'il se produise. Ou bien, bon, une intuition, c'est un peu moins fort, mais une synchronicité ou une série de synchronicités qui sont extrêmement fortes, ça amène les gens à se questionner. Et ça ne peut venir que de l'expérience. Par expérience, justement, je suis convaincu de ça. C'est pas la peine d'essayer de devancer les questionnements des gens. Il faut être prêt, quand on est ouvert à tout ça, à répondre à des questions du mieux qu'on peut. Mais c'est pas la peine d'aller voir tout le monde dans la rue en disant, vous savez, les ovnis c'est sérieux, et puis les expériences de mort imminente aussi, et puis du coup il y a certainement une vie après la mort, et on n'est pas un corps, on est une âme, un esprit, etc. C'est pas la peine, ça sert à rien. Ouais. Tout ce qu'on peut faire, c'est de planter les graines. Après, si les graines, elles poussent ou elles poussent pas, ça, c'est pas de notre sort. Exactement. Nous, tout ce qu'on contrôle, c'est de planter la graine et après, on laisse la vie faire. Comment tu fais pour écrire autant, sachant que tu écris des articles pour des magazines, tu fais des conférences, tu écris des livres, tu traduis des livres. Comment tu fais pour gérer autant d'activités à la fois? Ben, en fait, c'est mon travail au quotidien. Je fais ça toute la journée, si tu veux, hein. Soit je suis en train d'écrire un article, soit je suis en train de rechercher des informations, me documenter, faire des interviews pour faire des articles. Soit je travaille sur un livre et c'est la même chose. Je me documente, je rencontre des gens et puis j'assiste à des conférences et puis je regarde aussi pas mal de sources sur Internet. Je suis un gros lecteur. Je lis beaucoup d'articles aussi de presse et puis aussi des articles scientifiques et puis des documents scientifiques comme des thèses, etc. Et puis beaucoup de livres. Donc je fais la synthèse de tout ça. Mais voilà, moi je te dis, ça fait presque 30 ans que je bosse là-dessus. Donc forcément, au bout du compte, j'ai fait beaucoup d'articles, beaucoup de livres et beaucoup de traductions, mais c'est pas, pas tant que ça. Je veux dire, il y a des gars qui ont fait beaucoup plus que moi, mais je fais ça tout le temps en fait. C'est mon boulot, quoi. Donc je sais pas, tu vois, j'ai pas un autre boulot à côté. C'est mon boulot. Sauf qu'au départ, je bossais dans un domaine beaucoup plus sérieux, on va dire. J'étais journaliste dans le monde de la santé et je bossais pour des titres de presse dans la santé professionnelle. En plus, c'était de la presse pour les médecins, les pharmaciens, l'industrie pharma et les hôpitaux, etc., etc. Donc je connais bien aussi ce milieu-là et ça m'a donné une forme de rigueur aussi. D'écrire dans ces supports-là, ça m'a donné une méthode de travail et une rigueur et puis la capacité aussi à lire certains documents. Et donc, comme je me suis mis à m'intéresser à titre personnel à ces questions-là, je me suis dit, bah, je vais aussi commencer à écrire là-dessus et à proposer des papiers à droite à gauche. Et puis, ça s'est fait comme ça au fil du temps, quoi. Ça s'est fait petit à petit. Et puis, après, il y a un événement, on enchaîne un autre. C'est-à-dire que tu fais un livre, on t'invite à en parler dans une conférence. Et puis, du coup, on te propose de faire un autre livre. Et puis, on te propose des collaborations. Et on te propose des interviews. Et puis, du coup, tu es invité dans d'autres conférences, etc. Donc, D'accord. c'est des choses qui s'enchaînent, quoi. Mais j'ai l'impression quand même que toutes les personnes qui ont eu ce passage par la case de journaliste, toi, tu es toujours journaliste, mais les personnes qui ont écrit pour des revues où ils avaient des dates butoirs, j'ai l'impression que ça les a aidés, comme tu dis, d'avoir cette rigueur et de pas souffrir de la page blanche. C'est-à-dire que voilà, j'ai une date butoir, il faut que ça sorte. Ouais, ouais, puis moi aujourd'hui je suis déculpabilisé par rapport à ça, c'est-à-dire que quand je dois écrire un article, je me pose pas 1000 questions avant de commencer à taper les premiers mots, je tape ce qui vient tout de suite, quitte à le corriger après, mais je tape ce qui vient tout de suite. Donc dès que j'ouvre une page Word, j'ai tout de suite des mots qui me viennent, quoi. Donc peut-être aussi que je me suis plus ouvert à mon intuition et que c'est ma façon de travailler maintenant. Et ça me vient. Et en plus, je suis convaincu, moi, que toute écriture est une forme de canalisation, si on veut aller aussi sur ce terrain-là. C'est-à-dire que je suis inspiré, quoi. L'inspiration, l'intuition, tout ça, c'est pareil. Et les gens qui te disent, ah bah je canalise mon guide ou je ne sais quoi, moi je veux bien, mais j'ai pas besoin d'aller faire appel à ce genre de concept. Je me laisse traverser par ce que j'appelle la source, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, dès l'instant où je suis capable de ne pas faire intervenir mon mental sans arrêt, eh bien, j'ai cette inspiration qui vient, j'écris, et ensuite, effectivement, il faut que je sois capable de relire. Là, par contre, avec le filtre critique de la raison et du rationalisme, quoi, pour ne pas écrire n'importe quoi non plus. Donc, ça me vient naturellement, ça c'est de l'expérience et c'est sûr que le journalisme c'est une très bonne école pour ça, hein. Parce que oui, quand tu dois rendre un papier
à une date précise, dans un format précis, eh bien, ça t'apprend à être concis dans ta façon d'écrire, de rendre compte des choses. Mais moi, pour moi, aujourd'hui, j'ai plus besoin de faire un plan ni pour un livre, ni pour un article, ni quoi que ce soit. Ça vient tout seul en quelque sorte. Tu vois, je considère qu'il y a un peu de magie là-dedans, mais je pense que c'est plus de l'expérience, on va dire. Et ça se fait tout seul, quoi. Et c'est sûr que, voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal. Tu leur demandes un article. Moi, aujourd'hui, comme rédacteur en chef de Natif, je le vois bien, hein. Beaucoup de gens, tu leur demandes un article de 3 pages, ils t'en livrent 4 en te disant, bah, tu feras le tri. Bah non, c'est pas ça mon boulot. Ton boulot à toi, c'est de me livrer 3 pages, pas 4. Et beaucoup de gens ont du mal à être concis dans leurs pensées et du coup dans leur façon de retranscrire leurs pensées ou simplement des choses qui relèvent de la documentation. Mais c'est sûr que c'est frustrant au début parce que quand tu es journaliste, que tu as un sujet à traiter, tu te mets à avoir énormément de matière, tu vas interviewer quelqu'un pendant 2 heures, et pendant 2 heures, en fait, tu as de quoi écrire 50 pages. Donc, il faut pas faire ça. Petit à petit, tu te rends compte que voilà, pour écrire 2 pages, tu as besoin d'une demi-heure d'interview, ça suffit. C'est pas la peine de parler pendant 2 heures avec quelqu'un. Et faut pas. Alors, t'es obligé de faire du tri énormément au début parce que tu as énormément de documentation sur tel ou tel sujet et tu vas pas pouvoir utiliser tout ça, ça n'a pas de sens. Donc il faut voir ce qui a déjà été publié sur le sujet et puis ce que tu peux apporter de nouveau et en termes de synthèse. Et comment ça marche une collaboration? Là, on arrive presque à la fin. Comment ça marche une collaboration? Vous êtes à deux pour écrire un livre. Est-ce que vous faites un plan d'abord? Tu m'as dit que tu faisais pas de plan. Sur les livres qu'on a fait avec Romuald, oui, il y a un plan. Je dis, je fais pas de plan, je parle plus des articles. Sur un livre, il vaut mieux avoir un plan quand même. Vaut mieux savoir à peu près où on va quand même. Et Romuald, là, les 3 collaborations qu'on a fait avec Romuald, hein, en fait, c'est venu de lui. On se complète beaucoup. On n'a pas les mêmes sources, les mêmes références, bien qu'on ait beaucoup de références communes. Mais lui, il lit des choses que moi je lis pas. Moi, je lis des choses en anglais que lui ne lit pas, par exemple. Donc, on se complète beaucoup. Et c'est vrai que on écrit soit des chapitres ensemble, c'est-à-dire que bah, par exemple, il va m'envoyer une première trame ou alors un premier jet d'un texte, et puis moi je vais le compléter, je vais le corriger parce que du coup je fais le travail de journaliste aussi à harmoniser un peu la forme de tout ça, et donc je vais compléter ce qu'il a écrit en ajoutant d'autres références, d'autres réflexions, et puis au final on va avoir un chapitre complet à 2, ou bien on écrit effectivement chacun un chapitre sur un thème qui nous parle plus. C'est ce qu'on a fait dans nos 3 livres. Il y a des chapitres qu'on a écrits ensemble et d'autres qu'on a écrits chacun de notre côté. Et puis il y en a un qui va faire l'introduction et l'autre qui va faire la conclusion, par exemple. Enfin, ces 3 livres-là, je précise qu'ils sont venus à l'initiative de Romuald et qui là, du coup, avait une espèce de vision pour le coup des choses assez bien structurée. Et donc c'est confortable derrière parce qu'il me dit, toi tu vas être à l'aise pour aller chercher de l'info sur tel ou tel sujet, et moi je vais plutôt m'occuper de ça. Et puis Romuald, il a toute son expérience de terrain auprès des chamans aussi, donc il a beaucoup de choses à raconter parce qu'il a des carnets de notes remplis de choses extraordinaires, quoi. Donc on se complète très bien. Et puis avec les autres collaborateurs avec qui j'ai travaillé, c'était un peu pareil, hein. Sauf avec Philippe Guillemot sur la physique de la conscience, où là, bon, c'était lui le physicien et moi j'étais le journaliste scientifique et je l'aidais plutôt à mettre au clair ses idées et à les rendre accessibles, on va dire, le plus possible. Et donc là, on a fait en fait, on a fait 10 heures d'entretien et moi j'ai enregistré tout et j'ai tout retranscrit, quoi. Et ça nous a servi de base pour le livre, et ensuite on a corrigé tous les deux. Il a fait on a fait des allers-retours, en fait, il a corrigé pour passer aussi en langage vraiment écrit, et puis ensuite on a fait des allers-retours pour finaliser. Voilà, ça s'est fait comme ça dépend un peu de la collaboration, mais j'aime bien différents types de collaboration, et c'est agréable, mais j'aime bien aussi écrire seul sur certains sujets. Ça marche. Mais mais c'est bien aussi, hein, parce que j'ai l'impression que vous parlez à, à différents types de personnalités aussi, vous parlez à la tête et au cœur, hein. C'est ça que je trouve intéressant avec ce livre, ce souvenir du futur, c'est que vous parlez à la tête et au cœur. D'un côté, vous parlez de rêve, etc. Et donc là, en fait, on est dans le rêve avec Romuald. Mhm. Et juste après, vous parlez d'études scientifiques. Donc là, on revient un peu à la réalité. Donc on essaie de se concentrer pour comprendre en fait les expériences. C'est pour ça que je trouvais que c'était un bon équilibre entre le côté rationnel et aussi le côté un peu intuitif, émotionnel. On veut montrer qu'il y a une base sérieuse à tout ça,
qu'on trouve ça dans les sciences ou dans les traditions spirituelles ou justement dans les enseignements des chamans, et que cette base-là, on essaie de la partager, mais effectivement, on ouvre sur une dimension qui est la dimension du cœur, la dimension de l'intuition, et on encourage chacun à faire taire un peu aussi son côté rationnel par moment pour s'ouvrir à ça et vivre des expériences. Et Romuald, dans le livre, il propose carrément un oracle, un véritable oracle, hein, à base de cartes, donc pour créer des synchronicités dans sa vie et puis s'en servir comme moyen de guidance finalement, comme un tarot ou comme le King ou je ne sais pas, ou comme n'importe quel oracle. Et c'est très puissant, hein, et il y a plein de gens qui vivent des expériences fortes avec ça. Ils en ont même fait un jeu de société qui s'appelle Synchronicity avec un ami qui s'appelle Philippe de Weiss. Donc ça prouve que ça fonctionne parce que plein de gens rapportent des choses très très belles avec ça. Ça a un côté ludique, léger, amusant et tout ça, et en même temps c'est très profond parce que ça nous dit des choses sur ce que nous sommes et sur ce qu'est voilà le monde qui nous entoure, quoi. Oui, oui, et ça marche, hein. Moi, j'ai fait le test, je l'ai pas fait avec le jeu, je l'ai fait avec un jeu que j'ai créé moi-même, peut-être qu'on en discutera une prochaine fois, et ça marche, entre le dimanche et le lundi, quelque chose s'est manifesté, et c'est ça qui est fou, même pour les personnes qui ont peut-être du mal à y croire, juste faites l'expérience, vous allez voir, en fait, quand vous commencez à voir les synchronicités, bah, ça renforce votre foi. Euh, Jocelyn, je pense qu'on a couvert pas mal de choses, on Mhm. est allé dans plusieurs directions différentes. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le livre que toi tu considères comme important qu'on n'a pas traité? Dans ce souvenir du futur, c'est de comprendre que la réalité qu'on perçoit, c'est pas la réalité telle qu'elle est. C'est ça qui est fondamental à comprendre. On perçoit un monde, on l'a dit au début, d'espace et de temps, mais en fait, le monde, c'est autre chose que ça. Ce qui est perçu, c'est simplement une réduction, une projection de ce qui se trouve vraiment là. Et ce qui se trouve vraiment là est beaucoup plus riche, immensément plus riche que ce qu'on peut imaginer, et ça ouvre des perspectives infinies sur aussi ce qu'on est capable de faire, sur le pouvoir réel qu'on a pour transformer sa vie, et puis pour peut-être transformer un peu le monde aussi, quoi. Donc la première chose à accepter, c'est de comprendre que ce qu'on perçoit de la réalité, ce n'est pas toute la réalité. C'est pas pour autant que c'est une illusion à rejeter, c'est pas pour autant qu'il faut fuir le monde, et qu'il faut fuir la réalité matérielle et puis rejeter le corps et rejeter même l'ego, l'individualité, etc. Tout ça, ça fait partie de notre réalité, mais il faut comprendre qu'il y a beaucoup plus que ça derrière ce monde d'apparence. Ça, c'est mon message un peu clé, je dirais. Super. C'était un très bon message et c'est ce que j'essaie de véhiculer aussi, c'est que on ne voit pas vraiment la réalité, on voit qu'une représentation de la réalité. Et aussi, ça montre, pour moi, ça revient toujours à quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est que l'être humain a un potentiel illimité. Après, on peut l'utiliser pour les jaguars et les palais, comme tu disais, pour acquérir, enfin, pour ramasser des choses matérielles, ou on peut l'utiliser pour d'autres choses. Ça, c'est une autre question. Jocelyn, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de faire un second round. Avec plaisir, merci à toi. Merci d'avoir répondu à mes questions et pour les personnes qui sont encore là et qui nous ont écoutés. Si vous avez apprécié le contenu, merci de le partager.